Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 17 décembre 2021. Il est déjà 23h02. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent chelou vers la fin de cette introduction. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, c'est moi qui ai choisi le film. La dernière fois je crois que c'était toi qui avais choisi le film, on avait regardé quoi le week-end dernier? Ouais, le dernier film qu'on avait vu c'était Des Hommes d'honneur, c'était dimanche dernier. Et vraiment c'était une belle surprise, j'avais beaucoup aimé. Là, cette fois... De quoi? Oui, mais toi tu connaissais déjà. Et là du coup donc c'est moi qui ai choisi et donc c'est un film de super-héros plutôt d'un film sur un anti-héros puisque à la base c'est un personnage assez sombre mais qui a ses propres raisons si on peut dire. Alors après je connais pas le personnage par cœur mais j'ai beaucoup lu Spider-Man quand j'étais plus jeune dans les années 90 et il faut dire que Venom dans l'univers de Spider-Man était un de mes personnages préférés. Après c'est vrai qu'un de ses rivaux, de ses ennemis au niveau symbiote a quand même beaucoup de charisme également, c'est Carnage qui est choisi comme hôte Cletus Kasady. Alors j'ai pas encore vu le deuxième film Venom, alors je sais pas trop quel sort est utilisé pour Carnage, mais en tout cas c'est quand même une assez bonne surprise. Alors faut dire que Venom, le personnage de Venom a pas toujours été bien utilisé par le passé. Alors dans le dessin animé tout ça, donc moi j'ai vu une série animée, après j'avais pas vu tous les épisodes mais j'en avais vu quelques-uns quand j'étais plus jeune dans les années 90, une série Spider-Man. Alors il y a eu plusieurs séries Spider-Man animées. Dans une version que j'avais vue, donc le personnage de Venom donc était arrivé de l'espace via le fils de Jonah Jameson, donc le patron du Daily Bugle, donc patron de Peter Parker et aussi en quelque sorte ennemi de Spider-Man puisqu'il déteste Spider-Man, mais pas vraiment ennemi juré. Donc bref, donc il est arrivé de l'espace, donc ça c'est dans la version dessin animé. Sauf que dans les BD, donc ça se passe autrement. Il est question, donc j'ai lu pas mal de BD Spider-Man dans les années 90. Niveau Marvel, je lisais surtout Spider-Man et X-Men. J'ai lu un petit peu d'Avengers, mais pas énormément. Et un petit peu des 4 Fantastiques, un petit peu. Mais voilà, les BD que je connaissais le plus dans Marvel, c'était Spider-Man et X-Men. Donc après, je suis loin d'avoir tout lu, mais c'était vraiment les années 90 et c'était les BD avec ce style de dessin. Après fin 90, des nouveaux dessinateurs ont remplacé les anciens et du coup c'était plutôt de très grandes images avec très peu de texte et je trouve que les styles modernes des fin 90 jusqu'à début 2000 étaient, je sais pas, ça m'a pas plu, j'ai pas accroché. Donc je suis resté plutôt aux anciens comics Marvel. L'ère moderne, on va dire, de fin 90 début 2000, ça, j'ai pas réussi à adhérer et donc du coup, je préfère voir les adaptations de comics récents en film à la télé ou en série télé limite qu'en BD. Donc bon, après c'est une question de goût. Par contre, évidemment, les histoires des années 90, je les trouve passionnants et avec beaucoup plus de... Eh mince, j'ai perdu ma page. Je m'étais mis un marque-page pour vous montrer quelque chose avec beaucoup plus d'intérêt au niveau scénaristique et beaucoup plus de plaisir de lecture. Alors, je m'étais mis un marque-page pour vous montrer quelque chose. Est-ce que je vais réussir à retrouver? Alors, c'est pas cette page-là. C'est pas cette page-là. On va être encore un petit peu avant. Alors, je vais tourner les pages. On n'y est pas encore. Alors, pourquoi je cherche une page bien précise et que je suis dégoûté de l'avoir perdue? Je vais vous montrer ça dans un petit instant. Ah voilà, c'est ici. C'est parce que du coup les origines de Venom sont un petit peu particulières, donc il y a plusieurs versions. Et donc dans certaines BD, après les BD c'était des magazines qui sortaient une fois par mois et avec quelques pages, on savait parce qu'après les dessinateurs
il y a eu plusieurs reboots et quand ça a changé de dessinateur, ils avaient tendance à reprendre un personnage de zéro et parfois donc il y avait plusieurs versions de Spider-Man, de Peter Parker avec des variations, des choses qui diffèrent et donc du coup on peut parler presque d'univers alternatif ou de versions de monde parallèle ou quoi et c'est un peu compliqué, du coup ça devient vite le bordel pour tout suivre. Il y a par exemple certains mondes d'univers de Marvel où les X-Men sont tous morts, d'autres où finalement ils ont survécu, d'autres où ils sont en prison sur une autre planète loin dans l'espace, enfin c'est un gros merdier pour s'y retrouver. Et donc dans certaines versions donc, qui reviennent souvent, il est question de Peter Parker donc, qui est possédé par le symbiote de Venom, et donc du coup d'où vient le costume noir, et que finalement il arrive à se débarrasser de ce costume noir en utilisant les vibrations des puissantes vibrations d'une cloche d'église ou d'un grand bâtiment, genre les cloches d'église, enfin les grosses cloches quoi, et finalement, après, le symbiote retrouve refuge dans Eddie Brock, donc un journaliste rival de Peter Parker qui voue une haine à Peter Parker parce qu'il a perdu son boulot à cause de lui. Et finalement, donc Eddie Brock qui va connaître l'identité réelle de Spider-Man et Peter Parker vont être ennemis jurés. Mais dans les nombreuses BD que j'ai lues, Eddie Brock et Venom ne font pas le mal pour le mal. Bon, évidemment, ça leur arrive de croquer des gens, mais généralement c'est des méchants, mais c'est pas des méchants diaboliques, ils sont pas malfaisants comme les Cletus Kasady alias Carnage. Par rapport à d'autres symbiotes. Donc, et parfois il arrive que dans certaines BD que j'ai lues, ils fassent alliance avec des trêves avec Peter Parker et alliance temporaire pour combattre d'autres ennemis. Donc du coup c'est quand même un personnage assez particulier. Donc pour certaines versions, Venom vient de l'espace ou ça, par rapport au fils de Jenna Jameson et d'un truc de cosmonaute ou je sais plus quoi. Mais dans cette version-là, on a en tout cas une version des origines qui semble assez cohérente. Il s'agit de Secrétoire, donc les guerres secrètes. Donc c'est une BD malheureusement qui commence à tomber un peu dans l'oubli, qui est un peu sombré dans l'oubli. C'est dommage parce que en plus d'avoir les origines de Venom, en tout cas par rapport à Spider-Man et comment il est arrivé sur Terre et tout. En plus d'expliquer cela, donc c'est une histoire vraiment incroyable et un genre de crossover, donc évidemment dans tout ce qui est Marvel, mais vraiment impressionnant. On peut voir rien que sur la jaquette, on peut voir qu'il y a Hulk, Iron Man, les 4 Fantastiques, Spider-Man, Captain America, les Avengers, les X-Men et plein d'autres personnages. Et il y a également tous leurs ennemis jurés, y compris des personnages assez balèzes, style Galactus et tout. Et encore que Galactus, c'est vraiment un petit, quoi, quelqu'un de faible. Puisqu'il se trouve que le grand ennemi de ces guerres secrètes, alors du coup, c'est une intégrale qui regroupe toute l'histoire complète, que j'ai acheté il y a un certain nombre d'années, donc je ne sais plus si c'est trouvable maintenant. C'est en français, évidemment. Et donc l'ennemi central de cette histoire-là, c'est le Beyonder. Le Beyonder, en fait, c'est un ennemi tout puissant qui peut, d'une pichenette comme ça, faire balayer Galactus. Galactus, c'est rien, quoi, à côté. Donc, le Beyonder, c'est un genre d'être suprême, cosmique, dont on peut même pas voir. Donc, c'est une entité tellement puissante, en fait, que d'un claquement de doigts, il pourrait désassembler des planètes et les réassembler. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre des morceaux de différentes villes, d'endroits, tout ça, et il va former une seule et unique planète. Et du coup, il va en faire un champ de bataille. Il va apporter donc les plus grands super-héros gentils et leurs ennemis jurés. Il va les placer à 2 endroits différents et il va leur donner une seule et unique règle. C'est un genre de bataille royale et donc ceux qui auront survécu pourront demander un vœu qui sera exaucé. Ce qui est assez original, c'est que Magneto se retrouve dans le camp des gentils, pas dans le camp des méchants. Ce qui va susciter évidemment des interrogations.
Mais bon, quand on connaît bien l'univers des X-Men, on sait que Magneto n'est pas vraiment un méchant. C'est évidemment un grand rival des X-Men, mais voilà, il a ses propres raisons et, de faire. Ses méthodes ne sont pas forcément les meilleures méthodes, mais voilà, il cherche à aider les mutants, même si ses méthodes sont assez extrêmes. Donc voilà, c'est pas vraiment un méchant à proprement parler, bien qu'il soit souvent catégorisé comme un méchant. Et d'ailleurs, le Beyonder ne s'y trompe pas puisqu'il le met dans le camp des gentils. Enfin bref, donc c'est un vaste champ de bataille où plein de personnages connus s'affrontent. Mais le problème, c'est que Peter Parker, donc Spider-Man, donc tout le monde ne connaît pas forcément son identité secrète. Et à un moment donné, sa tenue de Spider-Man super-héros va être complètement bousillée. Et il se trouve que sur cette planète reconstruite, à travers des bouts de planète, il va y avoir une technologie inconnue, donc extraterrestre, qui va être découverte par les 4 Fantastiques, notamment Red Richard, donc le scientifique de tout le monde. Et donc du coup, il va, avec cette technologie-là, permettre de reconstruire les vêtements et les équipements des super-héros. Donc du coup, sachant ça, donc Peter Parker donc, va vouloir reconstruire son uniforme. Le problème, c'est qu'il ne va pas utiliser les bons leviers et c'est là qu'en fait de compte, au lieu de reconstruire son uniforme, il va fusionner avec un symbiote extraterrestre, avec le symbiote noir. Alors ça fait un moment que j'ai pas lu la BD, donc je me souviens plus des détails par cœur. Mais voilà, donc là il dit... alors là, je vais vous lire cette double page. Ailleurs, c'est elle il a découvert un fabuleux appareil. Tu as retrouvé ta cape et ton casque, Thor. Tu as un accessoire dans le coin, un accessoiriste dans le coin. C'est là-dedans, Spider-Man. Une pensée, il crée toutes sortes de vêtements. Donc là, c'est le qui parle. Génial, je ne me piquerai plus les doigts avec des aiguilles. À l'intérieur. Et Hulk, c'est laquelle la machine? Bah, Hulk, il n'est pas là. Celle-ci a l'air de vouloir me faire un costume. Donc Peter Parker il prend une machine au pif. Je me concentre, et puis là, donc il pense, et puis là, il y a un truc noir qui sort. C'est quoi ça? Ça active mon sens d'araignée. Je crois que je ferai... Et ça me grimpe sur le bras. Je n'ai rien pris pour autant. Pourtant. La boulette s'est juste étalée et m'a fait une nouvelle tenue en supprimant l'ancienne. Pas mal, différent, mais pas mal. Bizarre, ça ne m'a pas refait la même. J'ai dû penser à ça. Oh, Spider-Woman, ou Spider-Woman m'a influencé inconsciemment. Je ne l'embêterai pas, j'espère. Oui, il y a aussi Spider-Woman dans cette histoire-là. Et donc là, on voit donc le fameux costume noir de Peter Parker. Et quand il va rentrer sur Terre, donc en fait, du coup, c'est là qu'il va avoir ce fameux costume-là. Il va comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Du coup, il va se faire examiner par Red Richard des 4 Fantastiques. Et c'est là que temporairement, sans costume, du coup, après avoir réussi à enlever le symbiote, il va y avoir le fameux personnage de Spider-Man Bagman. En fait, c'est le fameux costume où il a la tenue des 4 Fantastiques Spider-Man et un sac en papier sur la tête, un sac de course, quoi, avec des trous pour les yeux. Donc c'est de là que vient ce fameux costume de Spider-Man. C'est assez marrant. Et du coup, c'est en attendant de trouver une solution. Et puis finalement, après, tout le monde connaît la fameuse histoire avec le clocher où finalement Spider-Man n'en peut plus du symbiote. Et puis le symbiote, du coup, va trouver refuge dans le corps d'Eddie Brock. Et c'est là que Venom va être créé. Donc... du coup, là, on a toute l'histoire complète des guerres secrètes et du coup, ça nous explique, enfin, c'est une version des origines de Venom, qui me semble être l'une des plus cohérentes par rapport à l'univers Marvel. C'est dommage que ça ait été complètement laissé de côté. Le problème, c'est que le souci avec le Marvel Universe, donc quand Marvel et Disney ont commencé les phases de Marvel, le souci c'est que beaucoup de personnages de Marvel n'étaient pas chez Marvel, n'étaient pas non plus chez Disney. Parce que Disney a racheté Marvel et donc ce qu'avait Marvel, sauf que Marvel avait revendu
revendu pas mal de licences à droite à gauche dans les années 90 et début 2000. Parce que Marvel avait des gros problèmes d'argent et n'avait pas forcément les capacités de pouvoir faire des films avec. Et c'est comme ça que par exemple les 4 Fantastiques et les X-Men sont arrivés chez la Fox. Spider-Man et tout l'univers Spider-Man est arrivé chez Sony, etc. à droite à gauche. Alors du coup Disney a pu récupérer certaines licences en rachetant la Fox, mais toujours est-il que tout ce qui est Spider-Man, Venom et compagnie sont restés chez Sony. Du coup, pour faire adapter les guerres secrètes, maintenant ça paraît presque impossible puisqu'il faudrait complètement un reboot, puisque sachant que certaines licences Marvel et Disney ne les ont pas encore, comme tout ce qui est Spider-Man, tout ça, ça appartient encore à Sony, mais voilà, ils ont quand même récupéré les X-Men et les 4 Fantastiques, donc il y aurait moyen de faire un jour les guerres secrètes, Secret War, et ce serait vraiment génial. Franchement, il y aurait de quoi faire, mais il faudrait pas un seul film, il faudrait une trilogie de films, ou alors 4-5 films, ou alors carrément une série télé, quoi, pour faire assez tout l'intégral. En tout cas, voilà, c'est un fort potentiel et il y a de quoi faire un truc extraordinaire. Alors c'est vrai que je pars un petit peu à droite à gauche, mais tout ça pour revenir à Venom, un personnage que j'aime beaucoup. Et donc du coup, alors vous allez me dire, ouais, mais il y a Spider-Man dans les films récents de Marvel et de Disney. Oui, mais en fait, Disney a passé des accords avec Sony, donc ils ont passé des contrats et du coup, Disney Marvel loue Spider-Man à Sony, mais uniquement Spider-Man, pas les autres personnages, durant une certaine période et pour un certain nombre de films. Donc à terme, Spider-Man reviendra certainement chez Sony. Après, c'est vrai qu'en général, quand on parle de Venom, on parle toujours de Spider-Man, puisque Venom, jusqu'à très tardivement, en tout cas dans les années 90, il n'y avait pas de BD Venom à ma connaissance. Donc pour lire des BD de Venom, il fallait lire les BD de Spider-Man. Donc l'un n'allait pas sans l'autre. Du coup, ça peut paraître étrange que Venom ait son propre film, mais je n'ai pas lu les BD récentes, mais depuis un certain nombre d'années, il semblerait que Venom ait ses propres BD. Après, j'avais lu ça quelque part, mais voilà, je ne me suis pas penché plus là-dessus, mais je pense que ça doit être sympa à lire. Après, c'est le style de dessin que j'ai peur que ça me plaise pas trop. Mais voilà. Donc après, Venom a fait quand même pas mal de chemin de son côté avec Eddie Brock. Et donc là, à travers ce film-là, donc il faut le voir. Donc c'est un film où il n'y a pas Spider-Man. Donc si vous voulez voir Spider-Man, vous serez déçus. Donc il n'y a pas du tout Spider-Man dans le film, mais ça se passe pas vraiment aux origines de Venom. Donc il faudrait le voir en fait ce film-là comme faut pas le voir comme on pourrait être déçu si on veut une adaptation fidèle à la BD, puisque ça prend une version des origines de Venom, une des versions des origines de Venom, et après ça prend des choses bien après les BD du début de Spider-Man, donc c'est compliqué. Par exemple, dans ce film-là Venom, donc on verra donc comment Venom est arrivé sur Terre. Et puis après, on verra à un moment donné, évidemment, Venom dans le corps d'Eddie Brock, donc en pleine symbiose, et que tous les deux, donc, ils ont leurs propres objectifs, leurs propres raisons de vivre. Donc ça, je vous en parlerai après dans pas longtemps. Mais tout ça, normalement, ça a lieu bien longtemps après Spider-Man. Sauf que là, du coup, Spider-Man n'intervient pas du tout dans l'histoire. Et sachant que Eddie Brock, à la base, il travaille au Daily Bugle et il est viré par Peter Parker. Et il se fait virer à cause de Peter Parker, parce qu'il le dénonce à Jonah Jameson. Tandis que là, dès le début, Eddie Brock travaille dans un autre journal. Donc on peut imaginer que c'est bien après le Daily Bugle, donc bien après Spider-Man, et donc bien après l'altercation avec le symbiote noir, tout ça. Sauf que du coup, ça crée des incohérences scénaristiques. Donc il faudrait voir ce film-là. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que il y a des gens qui ont été déçus de ce film-là. Alors j'ai pas trop lu de critiques parce que j'ai pas voulu me faire spoiler, mais par exemple dans certains articles sur jeuxvideo.com, on sait pas forcément la référence à ce site-là, mais il y a parfois des articles qui parlent de pop culture, de cinéma, de Marvel, et je vois que beaucoup de gens qui descendent les films Venom 1 et 2
Mais après, c'est sûr que si on veut de la cohérence scénaristique littérale par rapport au BD, on pourra être déçu. Mais par contre, si on voit ce film un petit peu comme si ça se passait dans un monde, dans un univers parallèle, comme une autre réalité sans Spider-Man, eh bien franchement, il y a de quoi prendre beaucoup de plaisir sur ce film-là. Et d'ailleurs, franchement, ce que le réalisateur a fait de Venom dans ce film-là, je trouve qu'il a bien plus respecté le personnage de Venom que Sam Raimi dans la trilogie Spider-Man. Alors, il y a beaucoup de gens vont me crier hérésie, donc voilà, je ne dis pas de mal pour dire du mal de la trilogie Spider-Man Sam Raimi. J'aime beaucoup le travail de Sam Raimi, notamment dans la trilogie Evil Dead, qui est incroyable, mais vraiment c'est une tuerie. Toujours est-il que moi, Spider-Man et son univers, ça me tient quand même beaucoup à cœur. Et même si j'ai beaucoup apprécié les 3 films de Spider-Man, de Sam Raimi, il me manquait quelque chose. J'ai trouvé que Sam Raimi était passé à côté de quelque chose. J'avais préféré les 2 premiers, donc ça fait un moment que je ne les ai pas vus, mais j'avais préféré les 2 premiers. J'avais été grandement déçu par le 3e film, surtout à cause de Venom. Mais voilà, rien que pour Spider-Man, il manquait quelque chose. Il était un peu trop dépressif et il manquait un gros morceau de sa personnalité. Comme si Sam Raimi ne s'était pas assez documenté ou s'il n'avait pas lu les BD, s'il avait uniquement fait à travers des scripts qu'on lui avait donnés. Je ne sais pas comment il a travaillé pour réaliser les films Spider-Man, mais il manque quelque chose de vraiment très important et même de vital, j'ai envie de dire, qui fait partie de l'essence de Spider-Man. Il se trouve que Peter Parker, il a beau avoir des super pouvoirs, c'est pas un surhomme comme Thor, tout ça, il n'a pas grandi avec ses super pouvoirs, tout ça, c'est pas inné, c'est pas un truc, voilà quoi. C'est pas quelqu'un qui est invincible. Non, alors je dis pas que Thor est invincible, mais c'est particulier. Donc Spider-Man, il a beau avoir des capacités, il a beau avoir une super force, une acrobatie, il peut utiliser une toile, tout ça, c'est génial, c'est incroyable. Toujours est-il au départ, c'est un jeune homme, donc il est adolescent, jeune homme, on va dire. Et puis en même temps, voilà, d'un coup, il bascule sur un nouvel univers. Donc ses pouvoirs, c'est quand même assez impressionnant. Il va se retrouver avec plein d'ennemis qui veulent le tuer, qui veulent s'en prendre à sa famille, tout ça. Il n'est pas à l'épreuve des balles, il est régulièrement blessé, gravement blessé. Il peut se faire tuer assez facilement. Il n'a pas de pouvoir régénérant, tout ça. Donc voilà, malgré qu'il ait des capacités et qu'il puisse se remettre plus vite sur pied qu'un humain ordinaire, il reste néanmoins mortel. Et d'ailleurs, il y a des BD qui parlent de la mort de Spider-Man, tout ça. Donc Spider-Man, pour vaincre sa peur et pour se donner du courage, il a trouvé, Peter Parker, en fait, il a trouvé un truc, c'est que durant les combats, en fait, pour arriver à supporter tout ça, il taquine ses adversaires, donc il lance des vannes, il blague, et tout ça, tout en combattant. Donc en même temps, ça désoriente les adversaires, ils sont interloqués parce qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est perturbant. Et en même temps, donc à la fois, ça laisse un petit côté désorienteur, et en même temps, lui, il se donne du courage comme ça. Et Sam Raimi, il est complètement passé à côté de ça. Donc il manque un aspect de la personnalité de Peter Parker qui est indispensable. Et ça m'a grandement déçu dans la trilogie de Sam Raimi. Donc ça, c'est un des aspects qui fait que j'ai préféré les 2 films avec Andrew Garfield. Parce que, alors ils sont pas non plus, c'est pas non plus les meilleurs films de Spider-Man, donc c'est compliqué je crois qu'il n'y a aucune adaptation parfaite de Spider-Man, ils ont tous leurs qualités et leurs défauts. Il y a des choses que j'aime dans chacune des 3 versions de Spider-Man, mais je trouve que la version avec Andrew Garfield était très intéressante, outre le fait que l'on voit également Gwen Stacy, un personnage que j'aime beaucoup, mais il y a également aussi donc le réalisateur des 2 films avec Andrew Garfield avait déjà mieux cerné la personnalité de Peter Parker que Sam Raimi. Donc ça, c'était important. Et je sais pas, j'ai dû voir 2 ou 3 fois le 3e, c'est celui que j'ai vu le moins sur le 3e film de Sam Raimi, là, celui de la trilogie, celui avec Venom, mais je sais pas si c'est parce qu'il y avait beaucoup de personnages ou s'il n'avait pas assez creusé la question, mais où il n'y avait peut-être pas assez de place, de temps d'écran pour Venom en tant que symbiote avec Eddie Brock. Donc je sais pas, c'était peut-être pas le meilleur format, ou c'était peut-être pas adapté, mais j'ai trouvé le personnage de Venom de Sam Raimi fade, donc fade, mal utilisé,
pas super bien réussi visuellement et y a rien qui fait que j'ai accroché et j'ai été très déçu, donc c'est ce qui m'a le plus déçu dans le troisième film de Sam Raimi. Donc Venom était très mal utilisé. Alors pourquoi je parle de tout ça pendant 24 minutes? Parce que malgré les critiques qu'on pourra lire à droite et à gauche, certains ont aimé, d'autres ont détesté. Moi en tout cas, bon c'est vrai qu'il y a des incohérences au niveau scénaristique. Néanmoins, si on le voit ça un petit peu comme un spin-off ou comme une histoire complètement inédite, comme un hors-série, je trouve que le personnage de Venom est vraiment bien respecté et le caractère de Venom et le personnage, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a beaucoup de moments où j'ai rigolé, j'ai trouvé assez tordant, mais il y a un petit côté humour second degré, tout ça, et je trouve que parmi toutes les deux versions de Venom que l'on a pu voir au cinéma, celle de Sam Raimi et celle-ci, je la trouve celle-ci beaucoup plus fidèle et beaucoup plus intéressante. Voilà, donc en même temps, on retrouve un petit peu, ce que me disait The Glut, un petit peu qu'il a certains traits de caractère un petit peu qui font penser un petit peu à Deadpool, le Deadpool de Ryan Reynolds, avec un côté humour un petit peu humour noir, voilà, l'humour noir, et du coup ce genre d'humour ça colle bien à Venom, et franchement il y a beaucoup de répliques, beaucoup de passages, que ce soit les scènes d'action, bon c'est vrai que l'histoire c'est un peu perturbant au niveau scénaristique, mais à part ça, franchement, si on le prend comme une histoire indépendante, ça passe bien, ça se regarde bien. Alors là, on est plutôt sur la version du Venom qui vient de l'espace avec le fils de Jonah Jameson, mais c'est pas j'aurais préféré quand même une version de Venom qui vient avec tout ce qui est Secret War, mais franchement, un film, ça aurait pas tenu, quoi. Il aurait fallu au moins 10 films. Mais franchement, cette version-là est vraiment cool. Elle est vraiment cool à regarder. Donc nous, on l'a vu doublé en VF. Et le doublage VF passe bien, le jeu d'acteur c'est plutôt bien aussi, franchement on s'est bien amusé et je trouvais que le personnage de Venom était vraiment bien respecté, donc franchement c'était une belle petite surprise. J'avais un petit peu peur d'être déçu, mais j'étais quand même impatient de voir le film, donc c'est avec quelques appréhensions que je l'ai vu et franchement c'était très très cool, donc j'ai passé un très bon moment et c'est un film que je pourrais revoir et revoir plusieurs fois sans problème. Donc voilà, j'ai pas encore vu le deuxième puisque le deuxième est sorti au cinéma, donc nous on n'a pas l'occasion d'aller au cinéma pour le moment, mais je l'achèterai en DVD un de ces quatre, donc j'espère que je serai pas déçu par Cletus Kasady Carnage, donc le symbiote rouge, donc que j'aime beaucoup aussi dans les BD. J'espère que ça sera bien dans le deuxième film, j'espère ne pas être déçu, mais en tout cas voilà, c'est une belle surprise et franchement j'ai trouvé que voilà, donc c'est enfin un Venom comme on aurait pu le rêver à voir dans les années 90 ou début 2000. Alors on va lire le synopsis quand même. Alors c'est DVD avec jaquette, donc après rien de particulier, donc c'est la même jaquette, donc c'est juste un fourreau cartonné. Nous sommes Venom. Cela fait longtemps que le journaliste Eddie Brock, Tom Hardy, tente de révéler au grand jour les agissements du célèbre Carlton Drake, le génial fondateur de Life Foundation, et cette obsession lui a coûté sa carrière et son couple. Alors qu'il enquête sur l'une des expériences de Drake, une forme de vie extraterrestre nommée Venom, celle-ci fusionne avec lui. Désormais doté d'incroyables super-pouvoirs, Eddie est capable d'accomplir pratiquement tout ce qu'il veut. Sombre, tortueux et imprévisible, Venom est animé d'une rage absolue, ce qui oblige Eddie à lutter de toutes ses forces pour essayer de contrôler les redoutables capacités qui sont les siennes. Eddie et Venom ont besoin chacun de l'un de l'autre pour atteindre leur but. Et plus le temps passe, plus ils deviennent indissociables. Combien de temps Eddie sera-t-il encore lui-même? Des bonus, il y a un bonus, mais on l'a pas regardé. En supplément, il y a un aperçu de Spider-Man New Generation, le vidéoclip d'Eminem aussi. Alors pour résumer le film, donc du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, donc dans ce film-là, donc il y a une mission spatiale et dont l'un des le seul survivant, c'est le fils du directeur du Daily Bugle, J. Jonah Jameson, donc c'est le seul survivant, mais il y a également donc plusieurs symbiotes extraterrestres qui sont ramenés, donc plusieurs qui vont se retrouver au sein d'un labo à subir des expériences, et l'un qui sera échappé. Et qui va aller de corps en corps pour atteindre ses propres objectifs. Quant à Eddie Brock, donc il travaille pour un journal, mais c'est pas le Daily Bugle, c'est un autre journal. Et lors d'une mission donc
où il doit interviewer donc le patron d'un centre scientifique, donc le Life Foundation. Donc l'interview se passe pas très bien, donc il perd son boulot, et également donc il fait virer donc sa fiancée, ce qui fait qu'elle le quitte. Donc bah, je spoil un peu, mais c'est écrit là au dos. C'est déjà spoilé par le résumé. Donc bref, donc du coup c'est un peu la galère pour Eddie Brock. Et du coup donc finalement donc les événements vont j'essaie de ne pas trop spoiler, mais d'un coup les événements vont le rattraper, et il va se retrouver à fusionner avec Venom. Donc pendant les premiers temps il va apprendre à découvrir son symbiote, et du coup la communication donc va être assez drôle donc entre le symbiote et lui-même, assez sympa. Et puis après évidemment il y aura donc les comptes à régler. Donc Eddie Brock a des comptes à régler avec ce scientifique, mais également Venom a ses propres objectifs et a ses propres ennemis, notamment un autre symbiote qui s'appelle Riot lui, et qui a des propres objectifs, et donc du coup ils vont devoir apprendre à faire équipe, à s'entraider pour affronter leurs ennemis communs, afin à la fois de survivre et de sauver donc leur destin. J'essaie de ne pas trop spoiler. Donc voilà comment résumer un petit peu sans trop entrer dans les détails. Donc dans ce film-là, on va voir plusieurs symbiotes. Au moins 2 symbiotes noirs, donc mais 2 assez différents. Donc l'un c'est Venom et l'autre c'est Riot. Et puis 2 symbiotes d'autres couleurs, donc un bleu et un jaune, mais qui eux, moi je vais spoiler un petit peu, ne survivront pas aux expériences. Mais du coup, vous allez me demander, dans le deuxième film, s'il est question de Carnage, le symbiote rouge, qu'en est-il? C'est une bonne question. Alors, du coup, je suis pas non plus un expert en Venom, mais dans certaines BD que j'ai lues, il me semble que Carnage, il le considère comme son fils, ou comme une part de lui-même. Donc je sais pas s'il y a eu des expériences ou quoi, donc je suis pas un expert dans les origines de Carnage. Mais après j'ai lu quand même plusieurs BD où Spider-Man et Venom affrontaient Carnage et Cletus Kasady. Donc je sais que Carnage est lié au tueur en série Cletus Kasady. Donc mais après, donc là, je sais pas trop. Donc on verra comment c'est abordé ça dans le deuxième film lorsqu'on aura un DVD. Donc c'est pas encore tout de suite. Donc à voir comment s'aborder, mais là-dessus sur les BD, donc je suis malheureusement pas un expert en Carnage, donc je m'y connais un peu plus en Venom, on va dire. Mais donc voilà, donc on ne voit pas, évidemment, on voit pas Carnage dans ce film-là, mais par contre, il y a évidemment une scène milieu générique. Donc au milieu du générique de fin, on a une scène qu'on appelle communément post-générique, où ça introduit donc pendant un petit court instant le second film, avec une petite apparition évidemment de Cletus Kasady. Donc on imagine très bien de quoi ça parle. En même temps, le titre du deuxième film spoilie déjà qu'est-ce que ça va être l'intrigue. Donc voilà, donc franchement c'est une belle découverte. J'avais peur d'être déçu, et franchement j'ai trouvé très très cool, et c'est un film que je pourrais voir et revoir plusieurs fois sans problème. Alors après, donc après c'est peut-être pas le film qui plaira à tout le monde, surtout si on est un petit peu pointilleux. Mais franchement, je pense que ce film-là, faut lui donner une chance, faut lui laisser sa chance, parce que ça vaut le coup d'œil. Si vous aimez bien les films de super-héros, notamment de Marvel, tout ça, c'est à voir au moins une fois en tout cas. Et après, afin de vous faire une idée si vous aimez ou pas, mais en tout cas, moi je suis content de l'avoir en DVD, et je le reverrai avec plaisir en tout cas. Voilà, un super film. Je pense que le jour où on aura le deuxième film en DVD, donc de Venom 2, se refaire le 1 juste avant, ça serait cool. Hein, Zou? Pourquoi pas le jour où on aura le Venom 2 en film, revoir le 1 juste avant. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia de Venom. Alors, je vais voir. Alors, si à un moment donné je ne parle plus pendant quelques secondes, c'est parce que je vais lire quelque chose qui spoil, alors je vais éviter de le lire à voix haute. Alors, on découvre ensemble la fiche Wikipédia de Venom. Venom est un film de super-héros américain réalisé par Ruben Fleischer, sorti en 2018. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du personnage Venom, ennemi de Spider-Man, publié par Marvel Comics. Ce film est le premier volet de l'univers de fiction développé par Columbia Pictures et Marvel Entertainment. Ça s'appelle le Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Alors là, c'est un synopsis qui raconte toute l'histoire, donc je ne vais pas le lire.
Ah, il y a deux scènes. Mince, on a vu la scène mi-générique, mais il y avait une scène encore tout à la fin. Ben, on l'a pas arrêté. Si, j'ai arrêté parce qu'on l'avait vu, mais il y avait une autre scène encore après. La scène à mi-générique qui a introduit Cletus Cassady. Ah, mais la scène post-générique, ça parle de Spider-Man New Generation, mais on l'a déjà vu le DVD, donc c'est pas gênant. La scène post-générique dévoile les premières images du film d'animation Spider-Man New Generation. C'est un film d'animation avec pour héros principal Miles Morales et des univers parallèles avec d'autres Spider-Man. Donc c'est pas gênant de ne pas l'avoir vu la scène post-générique pour nous. Du coup, mais il y avait donc deux scènes à voir. Une mi-générique et une post-générique, c'est pour ça. Alors, fiche technique. Budget 100 millions de dollars. Titre original français et québécois Venom. Réalisateur Ruben Fleischer. Scénario donc Kelly Marcel, Jeff Pickner et Scott Rosenberg, d'après les personnages créés par David Michelini et Todd McFarlane, édité chez Marvel. Genre super-héros, durée 112 minutes. Date de sortie. Alors, Allemagne le 4 octobre 2018 pour l'avant-première mondiale. Ensuite, aux États-Unis le 5 octobre 2018. En France le 10 octobre 2018. Film classé tout public lors de sa sortie en salle, mais déconseillé aux moins de 10 ans lors de sa diffusion en télévision. Ouais, il est Venom n'est pas un enfant de cœur, il s'en prend qu'au méchant, mais bon, c'est vrai que il y a des scènes qui pourraient éventuellement gêner les enfants, donc c'est pas vraiment tout public, mais bon, c'est pas non plus très très violent. Alors, casting. Tom Hardy pour Eddie Brock Venom, Michelle Williams pour il l'appelle She-Venom. Oui, parce qu'à un moment donné, le symbiote change de personnage. Et Michelle Williams, si ce nom vous dit quelque chose, en fait, c'est l'une des actrices principales dans la série Dawson. Donc la jeune fille dont tombe amoureux Dawson juste avant d'être avec Joey. Donc c'est... j'ai perdu mon oublié. Allez, c'est elle, Michelle Williams. Ensuite, il y a Riz Ahmed qui joue Riot et Dr. Carlton Drake. Scott Hayes qui joue Roland Triss. Hyde Scott qui joue Dr. Dan Lewis. Jenny Slate qui joue Dr. Dora Skirtz. Melora Walters pour Maria. Michelle Lee pour Corinne Wan. Bon, après, je vais pas lire tous les personnages, mais le nom des acteurs. Melora Walters, Michelle Lee, alors Sam Medina, Jared Bankens, Martin Bradford, Sope Aluko, Kurt Yu, Peggy Lou, Malcolm Semeray, Wayne Pear, Ron Cephas Jones, Emilio Rivera, Amelia Young, Ariane Joseph, Dean Brockshire et David Jones, Roger Yuan, Won Young Park, Patrick Chundashu, Vicky Hang, Mac Brandt, Nick Thune, Michael Dennis Hill, Sam Medina, Scott Decker, Lauren Richards, Lucas Fleischer, Diesel Matkins, Otis Winson, Zeva Duval, Jordan Foster, Jenny McNeil, Victor McKay, Elizabeth Becca, Ron Prater, Marcia White, Javi Vasquez Jr., Helen Gerstein, Chris O'Hara, Stan Lee, Woody Harrelson et Wade Williams. Alors, au niveau des acteurs, donc il y a plusieurs acteurs que j'ai reconnus, que j'ai vus à droite à gauche dans des films ou des séries, mais il y en a, j'arrive pas à me souvenir d'où c'est que je les ai vus. Il y a un acteur qui a un petit rôle que l'on voit sur 2 ou 3 scènes vite fait, et je l'ai reconnu, c'est un des acteurs de la série Z Nation. Pas des acteurs principaux, mais un acteur que l'on voit dans milieu de saison, je crois, dans Z Nation. Non, non, il reste longtemps Non, une saison ou deux, c'est tout. Oui, mais Il disparaît. dans la fin, Ouais, mais après, dans la dernière saison, il n'y est pas. parce que C'est parce qu'ils font disparaître, mais on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Alors, production, jeunesse, développement, il y a un long pavé très très long, paragraphe, donc je ne vais pas lire les paragraphes qui sont trop longs. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, donc il y a des choses intéressantes.
Ah, ils disent quand même, je vais lire quand même ces deux lignes là. Eddie Brock, premier personnage à endosser le costume de symbiote Venom, apparaît pour la première fois dans la série de comics The Amazing Spider-Man en 84. Au cinéma, il est incarné par Topher Grace dans Spider-Man 3 de Sam Raimi. En 2007, l'antagoniste du film avec l'homme sable, une représentation assez critiquée par les fans, dont il semblerait que son inclusion était une demande forcée des producteurs. Le producteur Avi Arad annonce dès juillet 2007 qu'un spin-off sur le personnage est envisagé. Bon, après, le paragraphe est très très long. Description des rôles, tournage, musique, il y a pas mal d'infos. Ah, critique. Presse à l'étranger. Le film dans l'ensemble est très mal reçu par la critique presse, 30% sur Rotten Tomatoes, 35 sur 100 sur Metacritic. Le film est un mélange joyeusement stupide de Catwoman et The Mask selon Scott Mendelson de Forbes. Alors là, je suis pas du tout d'accord. The Mask, c'est un film que j'aime beaucoup, mais non, je l'ai trouvé beaucoup plus fin que le personnage de The Mask. Et Catwoman, alors Catwoman, c'est vrai que le film, j'ai été très déçu, je l'ai trouvé très mauvais, le film de Catwoman avec Halle Berry. Et ça n'a rien à voir. Franchement, il est largement au-dessus de Catwoman. Donc, oui, non, mais alors en France, les critiques françaises sont aussi négatives. Le film affiche un score de 1,8, c'est très peu, de critiques de presse sur Allociné. Pour le point, ce blockbuster sans âme ridiculise son anti-héros et sa star Tom Hardy. Du point de vue des Inrecuptibles, le film semble extirpé d'une ère pré-MCU, dont on ne sait jamais s'il rend hommage ou s'il n'est qu'involontairement ringard. L'antagoniste Carlton Drake est aussi décrié, bien que plusieurs critiques comparent le personnage avec Elon Musk. Spectateurs. Contrairement à celle de la presse, les critiques spectateurs vont du mitigé au positif, 3,4 sur 5 sur Allociné, d'après plus de 8000 retours du public, 4,8 sur 10 sur Sens Critique, d'après 13 000 retours, ainsi qu'un B+, du CinemaScore. En Chine, l'agrégateur de critiques Dunban lui accorde une note de 7,4 sur 10, dans la moyenne des blockbusters américains. C'est marrant qu'on parle de la Chine parce que lorsque le film démarre, parmi les entreprises qui sont citées, il y a Tencent. Tencent qui est très connu comme entreprise chinoise pour racheter des studios de jeux vidéo. Donc c'est marrant. Après, donc ça c'est le box-office. Malgré ses mauvaises critiques, le film est un succès au box-office pour avoir obtenu 205 millions de dollars dans le monde pour son premier week-end d'exploitation. En novembre 2018, la recette s'élève à 779,5 millions de dollars, dépassant à l'occasion chaque film de la saga X-Men, notamment Deadpool 2, Spider-Man 2, Les Gardiens de la Galaxie, avant d'atteindre plus de 800 millions de dollars le 26 novembre 2018. Ah ouais, quand même, pour passer au devant de Deadpool 2, Les Gardiens de la Galaxie et X-Men, tout ça, c'est quand même, voilà quoi. Suite et univers partagé. Après une première tentative abandonnée avec les deux films The Amazing Spider-Man de Mark Webb, Sony veut, avec le film Venom, relancer son idée d'univers filmique partagé sous le nom de Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Donc c'est quoi? C'est l'univers de Sony Pictures, de Sony, non, c'est les personnages de Marvel de l'univers de Sony, en gros. Il mettrait en avant les personnages secondaires liés à la franchise Spider-Man, dont Sony détient encore les droits. 3 films ont été annoncés après Venom. Un film sur Silver Sable. Ah, c'est génial ça. Et la Chatte Noire. Alors, pourquoi c'est génial? Parce que j'ai terminé ce jeu-là. Donc, je l'ai fait une première fois. Après, j'ai pas fait encore le New Game Plus, mais j'ai terminé une première fois. Je l'ai platiné. Et j'ai adoré ce jeu-là sur la PS4. J'ai fait tous les DLC, l'édition Game of the Year. Et Silver Sable, c'est un personnage que j'ai adoré dans le jeu vidéo. J'ai trouvé ce jeu vraiment super, et donc du coup s'ils font également comme Venom des films sur les personnages comme ça, c'est avec leur propre film à eux, ça serait vraiment très cool. Donc donc en plus des films Venom, ils ont pour projet de faire un film sur Silver Sable et sur la Chatte Noire. La Chatte Noire qui à un moment donné a une liaison pendant une certaine période avec Spider-Man. C'est un peu la Catwoman de Marvel, quoi. Mais il peut pas avoir une liaison Parce que chez DC Spider-Man, Comics, parce que Spider-Man, il est marié. bah,
avant d'être marié, il a eu longtemps des soucis avec MJ. Souvent ils sont ensemble, ils sont séparés, ils sont ensemble, ils sont séparés. C'est un peu comme Ross et Rachel de Friends. C'est un peu ça. Et entre les périodes où ils sont séparés, il a plusieurs copines. À un moment donné, il a Gwen Stacy, à un moment donné, il a la Chatte Noire, à un moment donné, il y en a une autre aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Pareil, à un moment donné, MJ, à un moment donné, il est avec le fils Osborne, là. Mince. Non, ouais, Si, à un moment donné, ils sortent ensemble. ouais, mais pas vraiment. Oui, mais pour dire que, voilà, à un moment donné, ils vivent leur vie chacun de leur côté. Hein. Mais oui, mais ça, ils aiment aussi. Et donc, pour en venir à la Chatte Noire, en fait, la Catwoman, donc, elle cambriole, elle est parfois gentille, parfois méchante, et c'est un peu le chaud et le froid avec Batman. Et la Chatte Noire, c'est un peu le même personnage, donc, mais avec Spider-Man. Elle cambriole tout ça, et parce que c'est sa vocation, tout ça, c'est son truc à elle, et puis elle tient ça de son père. C'est expliqué un petit peu dans le jeu vidéo, à un moment donné, dans certaines missions annexes. Et elle a une certaine relation avec Spider-Man et parfois ils s'entraident. Il y aura également un film sur Morbius et un troisième sur Nightwatch. Nightwatch je connais pas du tout par contre. Morbius je sais que c'est un vampire mais je connais pas non plus le personnage. Mais voilà, je suis plus hypé pour Silver Sable et la Chatte Noire. En juillet 2017, le directeur de Columbia Pictures, Sanford Panitch, révèle que les suites de Venom pourraient donner lieu à des crossovers. Morbius sortira en 2022. En août 2019, Sony Pictures confirme le développement de Venom Let There Be Carnage avec Andy Serkis à la réalisation. Tom Hardy reprenant le rôle d'Eddie Brock, il sortira le 20 octobre 2021 en France. Donc ça y est, il est déjà sorti au cinéma. Donc il n'y a plus qu'à attendre la sortie DVD. Voilà, c'est tout pour les infos Wikipédia, c'est déjà pas mal. Alors le DVD, donc, alors je regarde sur mon petit fichier Excel. Nous on l'avait acheté à Cora. Donc je crois que c'était en promo en général quand on achète les DVD en hypermarché. C'est dans les présentoirs à promo à 5 €, donc on a dû le payer dans ces prix-là. Ce qui est ma foi un prix très correct pour compléter la collection Marvel, et en plus c'est loin d'être le plus mauvais Marvel, malgré qu'il ait été pas mal critiqué. Je trouve que c'est l'un des plus intéressants et l'un des films Marvel où j'ai pris le plus de plaisir à regarder. Donc voilà, vraiment une très très bonne surprise. Après c'est peut-être pas le plus fidèle, mais c'est un film vraiment très plaisant. Donc on l'avait acheté il y a quoi, peut-être 1 an, 2 ans, je sais plus, lors d'une promo, donc ce soir qu'on le regardait. J'ai regardé sur Amazon, alors il y a plein de sites, il y a aussi Fnac, Le Bon Coin, Vinted, Rakuten, eBay, etc. J'ai regardé sur Amazon pour faire une idée de prix. Donc ça semble toujours être commercialisé puisqu'il est encore en stock. Donc sur Amazon, le DVD expédié vendu par Amazon, il est à 10 € pile, tout rond. Donc c'est un prix assez correct, c'est pas abusé. Le Blu-ray quant à lui est un peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher, il est à 12,69 €, donc ça va pour un Blu-ray. D'habitude, l'écart entre le DVD et le Blu-ray est beaucoup plus élevé sur Amazon. Il arrive parfois qu'il y a 6 à 10 € d'écart, donc là je trouve que ça va, c'est assez correct. Donc que vous soyez plus DVD que Blu-ray, donc ça vous donne une petite idée de prix. Après, si vous cherchez en occasion ou chez des vendeurs pro des particuliers, il y a toujours moyen de trouver moins cher. Hein. Après, le DVD, est-ce que vous pourrez trouver le DVD d'occasion dans les magasins cash ou en brocante? Je sais pas. Ça dépend si le DVD s'est beaucoup vendu ou pas. Donc, mais comme Venom est peut-être un peu moins connu que Spider-Man, vous aurez plus facile à trouver des DVD d'occasion des anciens Spider-Man. Surtout la trilogie de Sam Raimi qui s'est beaucoup vendue. Donc, on les trouve très facilement sur le marché d'occasion, surtout les 2 premiers. Le troisième, c'est sûr qu'on voit le moins en occasion, mais voilà. Donc, sur le marché d'occasion, je ne sais pas si en dehors d'Internet vous le trouverez facilement. Mais sur internet il y a moyen de le trouver à des prix assez raisonnables. En tout cas les prix sur neuf ne sont pas non plus abusifs. Voilà, ça donne une petite idée de prix, en tout cas une très très belle surprise et un bon film pour commencer le week-end. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir, bon week-end, salut et bonnes fêtes.